Bonjour à tous, bienvenue, comme vous l'a dit Monsieur Geil, à ce webinaire. Donc l'objectif, c'est effectivement d'étudier l'impact de l'épidémie que nous traversons sur les baux et les contrats commerciaux, impact non seulement dans cette période de confinement, mais également de se placer dans une démarche prospective pour penser déjà l'après-confinement. Donc ma présentation durera environ 45 minutes et puis je réserve les réponses à vos questions pour après la présentation. On va traiter, j'allais dire, dans son ensemble, la question des baux et des contrats commerciaux parce que les deux se recoupent, vous le verrez. Concernant le plan de cet exposé, nous allons d'abord voir les règles applicables et puis leurs impacts directs sur les baux et puis sur les contrats commerciaux. Et dans ces deuxième et troisième parties, la question donc des implications pratiques dans votre quotidien. Avant de démarrer sur les règles applicables, je voudrais vous préciser que toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement s'articulent autour d'une période qui s'appelle la période qu'on appelle communément la période de crise sanitaire et qui court entre le 12 mars et le 24 juin 2020. Il faut bien avoir en tête ces deux dates car c'est à partir de ces deux points de repère que nous allons pouvoir mesurer les impacts par rapport à vos baux et à vos contrats. Alors, concernant les règles dont nous disposons, on peut les regrouper en deux catégories. Une première catégorie qui concerne les mesures prises par le gouvernement directement en lien avec le Covid-19 et qui consiste en des ordonnances du 25 mars 2020 et puis une ordonnance rectificative du 15 avril 2020. Et puis une deuxième catégorie de règles qui ne sont pas particulièrement liées au Covid-19, qui existent depuis longtemps dans notre système juridique, dans notre code civil très précisément, qui sont les règles relatives à la force majeure et à l'imprévision, et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, concernant les ordonnances, nous allons rentrer dans le détail, mais déjà, sachez qu'on a deux catégories de mesures. On a des mesures qui sont réservées à certaines entreprises qui assument des loyers commerciaux. C'est donc une ordonnance numéro 2020-316 du 25 mars 2020. Et puis, on a des mesures qui s'appliquent à toutes les entreprises et qui concernent les clauses pénales, les clauses résolutoires et les clauses de déchéance. Concernant la force majeure et les notions de force majeure et d'imprévision, eh bien, donc, comme je vous le disais, ce sont des outils qui sont prévus depuis longtemps, mais qui peuvent s'avérer utiles si les conditions d'application sont remplies. Alors, je me permets ici déjà d'écarter une idée assez largement répandue depuis le début de l'épidémie, selon laquelle eh bien, le Covid-19 permettrait d'invoquer à lui seul la force majeure. Eh bien non, ça n'est pas possible, mais dans certains cas, ça le sera et ce sont des pistes de réflexion que nous allons examiner. Alors, concernant les impacts sur les baux commerciaux, la question évidemment qui se pose, la question essentielle, c'est celle du paiement des loyers. Est-ce que cette période que nous traversons, cette période dite épidémique de crise sanitaire, dispense le locataire de payer son loyer? Alors, pour répondre à cette question, il faut déjà revenir, j'allais dire, au principe cardinal prévu en la matière, à savoir que l'obligation de payer le loyer, c'est une obligation absolument essentielle du locataire et qui ne cède que dans un cas, c'est le cas où le locataire ne peut pas utiliser les locaux loués du fait du comportement du bailleur qui manque à son obligation de délivrance. Et les tribunaux font une appréciation sévère en la matière. Ils considèrent que
sauf à ce que, encore une fois, il y ait une impossibilité totale d'utiliser les lieux loués, le loyer reste dû. Le locataire ne peut pas, comme on dit souvent, se faire justice à lui-même en suspendant le paiement du loyer parce qu'il a des difficultés ou parce que les circonstances économiques ou épidémiques en l'espèce ont des répercussions sur son activité. Donc, sur la base de ces principes, on peut conclure que le locataire ne va pas pouvoir se prévaloir de la crise sanitaire pour ne pas payer son loyer, ni du confinement, ni même de l'obligation de fermeture administrative qui affecte certaines activités. Sauf à ce que les locaux, l'hypothèse où les locaux seraient totalement inaccessibles du fait, encore une fois, du bailleur. Donc le principe, c'est que le loyer reste dû. Mais bien évidemment, comme cela pose des problèmes majeurs en cette période, pour tous ceux qui souffrent, c'est-à-dire pour tout le monde finalement, de difficultés économiques, eh bien, le gouvernement a prévu un certain nombre de mesures qui vont permettre, j'allais dire, de donner de la respiration aux locataires. C'est-à-dire que le locataire reste sur le principe tenu au paiement des loyers, mais il va pouvoir en différer le paiement pour les loyers échus depuis le 12 mars 2020, et ceci jusqu'au 24 juillet 2020 pour les locataires qui sont éligibles au fonds de solidarité. On va voir de quelle catégorie de locataires il s'agit, ou bien jusqu'au 24 juin 2020 pour les locataires qui ne sont pas éligibles au fonds de solidarité. Je me permets d'insister, attention, il ne s'agit pas d'une dispense de paiement de loyer, il s'agit simplement de mesures qui permettent aux locataires de différer le paiement dans le temps sans encourir de sanctions pour le fait de ne pas payer à l'échéance. Car vous le savez, le locataire commerçant qui ne paye pas son loyer à l'échéance, il encourt non seulement des pénalités de retard, mais il encourt surtout la résiliation automatique du bail par le jeu de la clause résolutoire. La clause résolutoire, c'est une clause qui est prévue dans tous les baux commerciaux et qui prévoit que si le loyer n'a pas été payé et qu'un commandement de payer a été délivré par huissier, le bail est automatiquement résilié après l'expiration d'un délai d'1 mois qui suit la délivrance du commandement si l'intégralité des sommes réclamées dans le commandement n'ont pas été réglées dans ce délai. Donc le mécanisme de la clause résolutoire, c'est un mécanisme qui est couperet, qui est dangereux pour le locataire commerçant. Et justement, grâce aux mesures prises que nous allons détailler, eh bien, ce mécanisme ne pourra pas être mis en œuvre par le bailleur pendant la période que nous allons appeler période juridiquement protégée. Alors, revenons d'abord sur les locataires éligibles au fonds de solidarité. Pour ces locataires, les mesures de protection sont plus importantes et plus longues. La protection va durer jusqu'au 24 juillet 2020 et les moyens d'action dont dispose le bailleur sont beaucoup plus limités que pour les locataires qui ne sont pas éligibles au fonds de solidarité. Pour être éligible au fonds de solidarité, 2 séries de critères. Une première série de critères tenant à la taille et au chiffre d'affaires de l'entreprise, une deuxième série de critères tenant à la nature de l'activité ou à la perte du chiffre d'affaires. Premier critère, une activité qui doit avoir débuté avant le 1er février 2020. Deuxième critère, il faut que le locataire n'ait pas fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire au 1er mars 2020. Troisième critère, le nombre de salariés doit être égal ou inférieur à 10. Quatrième critère, le chiffre d'affaires doit être inférieur à 1 million d'euros.
5e critère, le bénéfice imposable ne doit pas excéder 60 000 euros. Pour une entreprise en nom propre, s'il y a un conjoint collaborateur, 120 000 euros, et si c'est une entreprise, 60 000 euros par associé ou dirigeant. 6e critère, le dirigeant majoritaire ne doit pas être titulaire au 1er mars 2020 d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse. 7e critère, le dirigeant majoritaire, non pardon, ça c'est pas affiché. Le 7e critère, ne pas être une filiale contrôlée pour plus de la moitié du capital. Et pour les holdings, remplir les conditions que nous venons d'énumérer au point 1 à 7. Alors, que peut faire le bailleur pour ce qui concerne le paiement des loyers échus entre le 12 mars et le 24 juin 2020? Nous devons distinguer deux périodes. La période qui court du 12 mars au 24 juin 2020 ou 24 juillet 2020 pour les locataires éligibles au fonds de solidarité. Pour cette période, ce que peut faire et ce que doit faire le bailleur, c'est appeler le loyer et les charges à la date d'échéance prévue au bail. Encore une fois, le loyer reste dû et le locataire doit savoir qu'il doit payer ce loyer. Ce que ne peut pas faire en revanche le bailleur pour cette période, aussi bien pour les locataires éligibles au fonds de solidarité que pour ceux qui ne le sont pas. La seule différence sur cette période concerne la durée. Pour les locataires éligibles au fonds de solidarité, le bailleur est privé de ses moyens d'action jusqu'au 24 juillet, tandis que pour les locataires qui ne sont pas éligibles au fonds de solidarité, le bailleur est privé de ses moyens d'action jusqu'au 24 juin. Quand je dis bailleur privé de ses moyens d'action, j'entends par là que le bailleur peut exiger, peut demander le paiement du loyer, mais le bailleur ne va pas pouvoir disposer des outils de contrainte qui sont habituellement mis à sa disposition en cas d'impayé de loyer, à savoir les pénalités de retard et surtout le mécanisme de la résiliation automatique du bail par le mécanisme de la clause résolutoire. Donc pendant cette période, le bailleur ne peut pas mettre en place ces outils. Est-ce que le bailleur est obligé pendant cette période de consentir un plan d'appurement? Non, bien entendu, il n'y a pas d'obligation. Il n'est pas obligé non plus d'accorder un moratoire, c'est-à-dire une période pendant laquelle le loyer ne serait pas du tout réglé et puis après le paiement du loyer reprendrait. Aucune obligation à ce titre. En quelque sorte, le bailleur est juste paralysé dans sa faculté d'action. Il peut mettre en place un plan d'appurement et c'est même recommandé car il est de l'intérêt des deux parties, nous allons y revenir, de trouver un accord. Puisqu'en quelque sorte, le locataire est favorisé pendant la période dite de protection, mais qu'une fois cette période passée, le locataire se retrouvera fragilisé. Alors, pour la deuxième période, celle qui va courir après le 24 juin pour les locataires qui ne sont pas éligibles, qui sont éligibles au fonds de solidarité, qui ne sont pas éligibles, excusez-moi, au fonds de solidarité, ou le 24 juillet pour les locataires qui sont éligibles au fonds de solidarité, que pourra faire le bailleur? Eh bien, il pourra introduire une action judiciaire en paiement des loyers et charges impayés depuis le 12 mars 2020. C'est logique puisque les loyers restent dus. Donc, le locataire, le bailleur était paralysé jusqu'au 24 juin ou jusqu'au 24 juillet selon la catégorie de locataire pour agir, pour demander des sanctions, mais passé cette période de protection, le locataire va pouvoir agir
et il aura même intérêt à le faire si une solution n'a pas été trouvée. Dans cette action que pourra mener le bailleur, il pourra exiger pour les locataires qui ne sont pas éligibles au fonds de solidarité après le 24 juin, il pourra demander non seulement les impayés de loyer, mais il pourra également demander la pénalité et la résiliation du bail si l'impayé persiste. Pour, en revanche, les locataires éligibles au fonds de solidarité, le bailleur pourra demander leur condamnation judiciaire au paiement des loyers après le 24 juillet si la situation n'est toujours pas régularisée. En revanche, le bailleur ne pourra pas demander en plus, à l'inverse de ce qu'il peut faire pour les locataires non éligibles au fonds de solidarité, le bailleur ne pourra pas donc demander en plus la résiliation du bail, ni le paiement de pénalités, ni activer une garantie ou une caution. Donc vous voyez que il existe une protection pour tous les locataires, mais que cette protection est plus forte pour ceux qui sont éligibles au fonds de solidarité. Alors, quelques conseils pratiques, que vous soyez locataire ou que vous soyez bailleur. Si vous êtes locataire, premier conseil, bien entendu, vérifiez si vous ne l'avez pas déjà fait, si vous êtes éligible au fonds de solidarité. Si vous l'êtes, déposez une demande et présentez l'accusé de réception de votre demande au bailleur. Il faut en effet que votre bailleur soit informé de votre situation. Et donc, ça permettra au bailleur d'en tirer toutes conséquences quant aux actions à mettre en œuvre. Si vous n'êtes pas éligible au fonds de solidarité, rapprochez-vous quand même du bailleur pour négocier des délais. Pour négocier des délais, j'ai mis au-delà du 24 juin, mais à la limite pour négocier des délais dès maintenant, car on l'a vu, encore une fois, vous êtes protégé pendant un certain temps, jusqu'au 24 juin, mais après le 24 juin, vous allez devoir faire face, vous devrez régler sous peine de résiliation de bail, de pénalité, tout ce qui est dû depuis le 12 mars, plus vos loyers courants. Donc, si vous avez accumulé un arriéré trop important, ça sera absolument impossible de faire face et vous risquez de mettre en péril votre activité. Donc, il est de votre intérêt de vous rapprocher du bailleur. Pour le bailleur, et puis ça montre aussi votre bonne foi. Pour le bailleur, bien, il faut qu'il continue d'appeler, on l'a dit, le loyer et les charges à l'échéance. Il est important que le locataire comprenne que le bail continue de poursuivre ses effets. Vous avez également intérêt, en tant que bailleur, à avoir une démarche proactive, à mon sens, à prendre attache avec le locataire pour essayer de trouver des solutions si le loyer n'est pas payé. Des solutions comme par exemple reporter, décaler la date d'échéance dans l'hypothèse où nous avons un loyer qui est payable trimestriellement, prévoir par exemple qu'il va l'être mensuellement. Hypothèse également de mettre en place un échéancier avec des mensualités bien précises prévues à une date déterminée. Autre possibilité d'aménagement, un moratoire, c'est-à-dire une période pendant laquelle le paiement du loyer n'est pas le loyer n'est plus dû et le loyer reprendra ses effets à l'issue de cette période. Et en l'absence de toute réaction du locataire, à la fin de la période juridiquement protégée, bien, mettre en œuvre, si nécessaire, si vraiment on n'arrive pas à trouver de solution, une action judiciaire en paiement ou en recouvrement. Concernant maintenant les impacts sur les contrats commerciaux. Les questions qui se posent le plus habituellement en cette matière, alors les questions qui se posent habituellement en cette matière sont les suivantes. Est-ce que je peux, du fait du
Covid-19 ou est-ce que mon co-contractant peut ne pas exécuter le contrat? Est-ce que je peux ou est-ce que mon co-contractant peut exiger la renégociation Bravo. du contrat? Est-ce que je peux ou est-ce que mon co-contractant peut résilier le contrat? Pour répondre à ces questions, il faut regarder si nous pouvons invoquer les notions de force majeure et d'imprévision qui sont prévues dans le Code civil. Alors, d'abord, ça nous demande de revenir un petit peu à qu'est-ce que c'est que la force majeure. La force majeure, c'est défini par le Code civil comme un événement qui empêche une partie à un contrat d'exécuter ses obligations. Les effets de la force majeure sont les suivants. Si l'empêchement est de nature temporaire, la force majeure permettra de ne pas exécuter le contrat pendant une période correspondant à la durée de l'empêchement. Si en revanche l'empêchement est définitif, la force majeure permettra de résilier le contrat sans encourir les sanctions habituellement attachées à la résiliation des contrats. Alors, pour savoir si nous pouvons invoquer la force majeure, il faut regarder si les conditions prévues pour qu'un événement soit constitutif de force majeure sont remplies. Quelles sont ces conditions? Elles sont au nombre de 3. La première condition, c'est un événement indépendant de la volonté, il faut un événement indépendant de la volonté de l'entreprise. C'est-à-dire, en d'autres termes, un événement qui échappe au contrôle de l'entreprise. La deuxième condition, c'est l'imprévisibilité, c'est-à-dire que les effets de cet événement ne pouvaient pas être raisonnablement prévus au moment de la conclusion du contrat. Et la troisième condition, c'est le caractère insurmontable ou irrésistible de l'événement. C'est-à-dire, est-ce que l'événement empêche complètement la personne qui est tenue d'exécuter le contrat, le débiteur de l'obligation, comme on dit, d'exécuter ce contrat. Alors, pour le Covid-19, on peut dire que oui, la condition numéro un événement extérieur, un événement qui échappe au contrôle de l'entreprise est rempli. En revanche, pour les conditions 2 et 3, c'est moins évident. Pour la condition 2, un événement imprévisible. Est-ce que c'était un événement, le Covid-19, l'épidémie, qui n'était pas du tout prévisible au moment de la conclusion du contrat? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut se pencher, examiner sur la date de conclusion du contrat. Si le contrat a été conclu bien avant le début de l'épidémie, on peut en conclure que, sans difficulté, que l'événement n'était pas prévisible. Mais si le contrat a été conclu alors que l'épidémie a été déjà connue, quand bien même nous n'étions pas en période de confinement, eh bien, ça sera plus difficile de faire reconnaître l'imprévisibilité. Et puis, concernant la troisième condition tenant au caractère insurmontable ou imprévisible, elle est encore plus difficile parce que les tribunaux, il faut savoir que les tribunaux sont réticents à admettre la force majeure. Pour vous donner un exemple, il a été jugé dans le passé que la seule fermeture d'un site était en soi insuffisante pour permettre à une partie de ne pas exécuter le contrat. Et ce qu'ont considéré les juges dans cette espèce, c'est qu'il fallait rechercher si la fermeture du site était vraiment absolument nécessaire, il n'y avait pas d'autre solution que de fermer le site. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'on ne va pas pouvoir invoquer la force majeure. On est là pour trouver des solutions, il faut en trouver, mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il faut se livrer à une démarche pratique
au cas par cas d'analyse pour voir dans quelles conditions soit nous pouvons nous opposer la force majeure si nous rencontrons des difficultés dans l'exécution d'un contrat, soit à l'inverse, si ces mêmes questions sont à se poser si on nous oppose la force majeure, si quelqu'un qui est débiteur d'une obligation à notre égard nous dit « je n'exécute pas l'obligation » ou « je résilie le contrat » parce que c'est la force majeure. Et je vois passer effectivement nous voyons passer depuis le début du confinement des courriers effectivement de certaines personnes qui disent « ah bah Covid-19 égale force majeure, donc tout est différé, rien n'est exécuté, etc. » Eh bien non, ça n'est pas automatique. Alors, quelques petits conseils pratiques pour voir si vous pouvez invoquer la force majeure ou si on peut vous opposer la force majeure. D'abord, regardez s'il existe dans le contrat une clause concernant la force majeure. Est-ce que l'épidémie est prévue comme une clause de force majeure? Si c'est le cas, évidemment, ça sera facile d'opposer la force majeure. Si ça n'est pas le cas, si c'est le cas toujours, identifier les formalités qu'il faut mettre en œuvre qu'il faut accomplir pour mettre en œuvre cette clause. Il est souvent prévu un certain nombre d'étapes à réaliser avec une obligation particulière d'information du co-contractant. Donc, se référer encore une fois aux clauses du contrat, aux conditions générales et particulières. Quand bien même il n'existerait pas dans le contrat une clause prévoyant que l'épidémie est un cas de force majeure, eh bien, examinez pour regarder si la condition d'imprévisibilité est remplie, à quelle date votre contrat a été conclu. S'il a été, on l'a dit, avant le début de l'épidémie, il pourrait être considéré que le Covid-19 n'était pas prévisible. Si en revanche le contrat a été conclu après le début de l'épidémie, la force majeure risque de ne pas être reconnue comme constitutive. Vous ne pourrez pas opposer la force majeure. Sachant que si vous ne, j'ouvre ici une petite parenthèse, si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord avec votre co-contractant sur l'application ou non de la force majeure, le litige sera tranché par les tribunaux si le dossier va jusqu'au contentieux, et en cas de contentieux, c'est le tribunal qui se livrera à la démarche là que je suis en train de vous proposer, qui regardera si l'événement était imprévisible par rapport notamment à la date de conclusion du contrat. Quatrième point, examiner, ça c'est pour voir si la condition relative aux effets insurmontables est remplie. Il faut que vous puissiez identifier précisément l'impact du coronavirus sur votre activité ou sur celle de votre co-contractant. Alors, je me suis permis de vous donner ici ce sont des pistes de réflexion, des questions à se poser pour se dire est-ce que oui ou non les effets du Covid-19 étaient insurmontables pour l'exécution de l'obligation à laquelle je suis tenue ou qui m'est opposée. Donc, bien entendu, par exemple, il faudra regarder la question de la défaillance des fournisseurs, la question de savoir s'il y a des alternatives possibles ou non à la défaillance des fournisseurs, l'impossibilité ou non d'utiliser l'outil de travail, le profil des salariés, sont-ils impactés, ont-ils des enfants, s'ils sont impactés, avec quelle intensité, est-il possible de mettre en place un télétravail? Qu'en est-il en ce qui concerne la commercialisation? Est-elle interdite? Est-elle impossible? Il faut, dans tous les cas, pouvoir produire un argumentaire solide, un argumentaire, vous le voyez, factuel. Concernant l'autre notion qui pourrait être invoquée pour soit différer l'exécution, suspendre
l'exécution d'une obligation dans le contrat, soit résilier le contrat, c'est la notion d'imprévision. Alors, à la différence de la force majeure, cette notion d'imprévision, si les conditions que nous allons voir en sont remplies, ne pourra s'appliquer que pour les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016, car c'est une notion qui a été récemment introduite par le Code civil. Alors, comment définit-on l'imprévision? Le mécanisme est le suivant. C'est un changement de circonstances imprévisibles lors de l'exécution du contrat qui rend l'exécution de ce contrat excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque. Si ces conditions sont remplies, la partie qui est victime de cette exécution excessivement onéreuse peut exiger de son co-contractant la renégociation du contrat, et si cette renégociation n'aboutit pas, la partie victime peut saisir le juge pour lui demander soit de modifier le contrat, soit de le résilier. Si on compare l'imprévision avec la force majeure, on peut dire qu'il y a le même événement, la même condition d'imprévisibilité. Et pour savoir si cette condition d'imprévisibilité est remplie, eh bien, nous nous pencherons là également sur la date de conclusion du contrat. Mais la différence entre l'imprévision et la force majeure, c'est que l'imprévision ne rend pas impossible l'exécution du contrat, elle la rend excessivement onéreuse. Alors, pour le Covid-19, peut-on dire là encore que le Covid-19 permet d'invoquer l'imprévision du contrat? Vous le voyez bien, ce sera au cas par cas. Il faudra vérifier tout d'abord si la condition alors, premier point, il faudra que vous vérifiez s'il existe dans votre contrat ce qu'on appelle une clause d'acceptation des risques, c'est-à-dire que par avance, le co-contractant dans des conditions générales, il est prévu que le co-contractant accepte le risque épidémique. Et le risque, donc dans ces cas-là, évidemment, vous ne pourrez pas vous prévaloir si vous souhaitez invoquer l'imprévision, vous ne pourrez pas vous en prévaloir. S'il n'y a pas de clause d'imprévision des risques, d'acceptation des risques dans le contrat, il faudra donc regarder avant d'entamer ou d'exiger des négociations, il faudra regarder la date à laquelle le contrat a été conclu par rapport au début de l'épidémie. S'il a été conclu très en amont, on peut envisager et que effectivement les conséquences du contrat de l'épidémie entraînent une exécution extrêmement onéreuse, eh bien, vous pourrez vous prévaloir de l'imprévision. Dans ce cas-là, ça supposera en pratique d'entamer des négociations et puis pour réviser ou pour résilier le contrat. Mais sachez là encore que les tribunaux, comme pour la force majeure, sont assez restrictifs en la matière et que, pour vous donner un cas pratique, une simple augmentation du coût des matières premières n'est pas suffisante pour justifier une modification du prix. Il faut vraiment montrer que l'événement revendiqué a entraîné un déséquilibre significatif pour une partie. Alors, à côté de ces notions de force majeure, d'imprévision, dans les contrats, nous pouvons également faire valoir, pour atténuer les conséquences de la crise, un certain nombre de mécanismes qui ont été prévus par les mesures gouvernementales des ordonnances du 25 mars 2020
et de l'ordonnance rectificative du 15 avril 2020. Ces mécanismes concernent d'une part la résiliation de certains contrats et d'autre part l'application des sanctions prévues en cas d'inexécution du contrat. Premier mécanisme d'assouplissement prévu par les mesures gouvernementales, c'est de faciliter la résiliation des contrats qui se renouvellent par tacite reconduction et dont la date d'échéance est intervenue entre le 12 mars et le 24 juin 2020. Pour ces contrats, celui qui devait résilier le contrat pour éviter une tacite reconduction, pendant ce délai, se verra accorder un délai supplémentaire jusqu'au 24 août 2020. En pratique, pour vous donner un exemple, vous avez un contrat conclu le 2 juin 2019 pour une durée de 1 an qui comprend une clause de tacite reconduction, sauf dénonciation du contrat notifié aux partenaires, aux co-contractants, au plus tard 1 mois avant le terme du contrat, soit dans notre cas avant le 2 mai 2020. Comme cette date du 2 mai 2020 tombe dans la période que nous appelons juridiquement protégée, qui va du 12 mars 2020 au 24 juin 2020, eh bien, le délai pour dénoncer le contrat et empêcher la tacite reconduction est reporté jusqu'au 24 août 2020. J'attire votre attention, je me permets d'attirer votre attention sur le fait que ce mécanisme qui permet donc de reporter, d'accorder un délai supplémentaire pour dénoncer les contrats ne s'applique bien entendu que pour les contrats qui contiennent une clause de reconduction tacite. Autre mécanisme prévu par les mesures gouvernementales, c'est un mécanisme qui tente à paralyser les effets des clauses qui sanctionnent l'inexécution d'une obligation pendant la période dite de protection. Nous l'avons vu à propos des baux, qui, pour les locataires qui n'étaient pas éligibles au fonds de solidarité, puisque je vous ai dit que, en fait, du fait des mesures, on pouvait les locataires, même non éligibles au fonds de solidarité, étaient protégés par jusqu'au 24 juin 2020. Ils le sont parce que justement, du fait de ces clauses, de ce mécanisme qui prévoit que toutes les sanctions attachées à l'inexécution d'un contrat sont paralysées pendant la période de protection. Alors revenons un petit peu sur cette période de protection, car les délais vont varier selon les contrats et selon le moment où l'obligation dont il est question est née. Il faut distinguer d'une part les obligations dont la date d'échéance, c'est-à-dire la réalisation, devait intervenir entre le 12 mars et le 24 juin 2020. Je vous ai dit, le 12 mars et le 24 juin 2020, c'est vraiment la période de référence autour de laquelle tout s'articule. Et puis, il faut distinguer entre les obligations autres que pécuniaires qui expirent après le 24 juin 2020. Pour les obligations qui sont échues, donc qui devaient être exécutées entre le 12 mars et le 24 juin 2020, le mécanisme est donc le suivant. Le mécanisme est que toutes les clauses contractuelles qui prévoient donc une sanction en cas d'inexécution, comme par exemple des pénalités de retard, comme la déchéance d'un droit, comme voire même la résiliation automatique du contrat, toutes ces clauses-là vont se trouver paralysées. Alors, cette paralysie ne va pas être
ne va pas se calculer de la même façon selon que l'obligation est née avant ou après le 12 mars 2020. Si vous êtes dans l'hypothèse où l'obligation est née avant le 12 mars 2020, pour calculer la période dite juridiquement protégée, c'est-à-dire la période pendant laquelle les clauses de sanctions sont paralysées, vous partez du 24 juin 2020 et vous ajoutez au 24 juin 2020 la période courue entre le 12 mars 2020 et la date à laquelle l'obligation devait être exécutée. Pour vous donner un exemple pratique, vous avez un contrat qui a été conclu avant le 12 mars et qui prévoit que la prestation doit être exécutée pour le 18 mars sous peine de pénalité de retard. Jusqu'au 24 juin 2020, si le contrat n'est pas exécuté, il n'y aura pas de pénalité, il n'y aura pas de conséquences financières pour l'entreprise. En revanche, à partir du 24 juin 2020, le compteur pénalité, la période à partir du 24 juin 2020, il faut calculer à partir de quand le compteur pénalité va se remettre en route. Et pour faire ce calcul, vous allez donc ajouter au 24 juin 2020 la période courue entre le début de la période de protection, à savoir le 12 mars, et la durée courue entre le 12 mars et la date à laquelle l'obligation devait être exécutée, soit 6 jours. 24 juin plus 6 jours, ça nous met au 30 juin 2020. À partir du 30 juin 2020, vous savez que si l'obligation n'est pas exécutée, vous pouvez ou votre co-contractant peut exiger des pénalités. Deuxième cas possible, deuxième cas de figure, l'obligation qui devait être exécutée est née après le 12 mars 2020 et son échéance, c'est moins fréquent, hein. Le cas le plus fréquent, c'est bien entendu le cas numéro 1, mais enfin ça peut arriver, l'obligation a pris naissance après le 12 mars 2020 et doit être exécutée avant le 24 juin 2020. Eh bien, la période, pour calculer la période de protection, vous partez là encore du 24 mars 2020, mais au lieu d'ajouter au 24 mars 2020 la période courue à partir du 12 mars et jusqu'à l'échéance de l'obligation, vous ajoutez au 24 juin 2020 la période courue entre le début de l'obligation et l'échéance de l'obligation. Soit par exemple, pour une prestation commandée et effectuée le 1er avril avec un paiement au 15 avril sous peine de pénalité de retard, eh bien, pour calculer le point de départ de ces pénalités de retard, vous ajoutez au 24 juin la période courue entre le 1er et le 15 avril, soit 15 jours, ce qui nous met au 9 juillet. Également, dans les mesures prévues pour limiter l'impact du Covid-19, des mesures concernant les obligations de faire qui viennent à expiration, les obligations de faire autres que pécuniaires qui viennent à expiration après le 24 juin 2020. C'est une mesure toute récente prévue par l'ordonnance rectificative du 15 avril 2020 et qui vise particulièrement le secteur de la construction. Là aussi, nous allons devoir distinguer entre deux cas de figure. Soit l'obligation qui ne peut pas être exécutée, par exemple une obligation de livraison, est née avant le 12 mars, soit elle est née après le 12 mars. Si elle est née avant le 12 mars, ce qui est là encore la plupart du temps le cas, il n'y aura aucune pénalité, aucune sanction possible si elle n'est pas exécutée dans un délai de 3 mois qui suit la date à laquelle elle devait être exécutée. Si par exemple l'obligation est née, un contrat de travaux a été conclu le 5 février 2019. Il prévoit la livraison d'un bâtiment
le 30 juin 2020. La date d'échéance de l'obligation est donc, ça c'est la condition, postérieure au 24 juin 2020. C'est une obligation de faire. Eh bien, automatiquement, comme cette date d'échéance de l'obligation est postérieure au 24 juin 2020 et que nous sommes dans l'hypothèse d'un contrat qui a été conclu avant le 12 mars 2020, il ne pourra pas y avoir de sanctions attachées à l'inexécution avant un délai de 3 mois qui suit la date d'échéance de l'obligation, soit 30 juin plus 3 mois, 30 septembre 2020. Autre cas de figure, plus rare, mais qui peut se produire, c'est que l'obligation qui ne peut pas être exécutée a été souscrite après le 12 mars et elle vient à échéance après le 24 juin. Finalement, on a pris des engagements, c'est le cas d'un engagement qui a été pris après le confinement, en se disant qu'on pourrait bien, une fois le confinement, exécuter la mesure, la fin du confinement, et puis malheureusement, les difficultés rencontrées sont telles qu'on se rend compte qu'on ne pourra pas tenir le délai. Eh bien, dans ces cas-là, il n'y aura pas de pénalité possible pour un délai qui va courir, pour un délai qui va être calculé de la façon suivante. Vous allez ajouter à la date d'échéance de l'obligation, par exemple, si je vais vous donner un exemple tout à l'heure, donc vous allez ajouter à la date d'échéance de l'obligation une durée égale à la durée pendant laquelle l'obligation devait être exécutée. En pratique, ça donne quoi? Vous avez un contrat conclu, par exemple, le 20 avril 2020, qui prévoit une réfection de peinture pour des travaux de réfection de peinture pour le 20 juillet. Finalement, les difficultés rencontrées sont telles que vous ne pouvez pas tenir le délai du 20 juillet. La clause pénale qui sanctionne, qui est prévue au contrat, si elle est prévue, l'éventuelle inexécution à la date du 20 juillet, ne pourra pas s'appliquer pendant la durée qui va être courue entre le 24 avril et le 24 juin, pour une durée similaire à celle courue entre le 24 avril et le 24 juin, soit 2 mois. Dans les mesures d'assouplissement prévues également par le gouvernement, nous avons une mesure concernant les astreintes et les clauses pénales et les clauses résolutoires qui auraient commencé à courir avant le 12 mars 2020. C'est-à-dire que nous sommes dans l'hypothèse où le contrat a été inexécuté à cette date, l'obligation a été inexécutée et celui qui est victime de l'inexécution aurait déjà commencé à mettre en œuvre les sanctions. Eh bien, cette mise en œuvre se trouve bloquée dans ses effets jusqu'au 24 juin 2020, qui est la fin de la période dite juridiquement protégée. Alors, si nous pouvons conclure avec quelques conseils pratiques sur les contrats commerciaux, je me permettrai de vous en donner deux séries de conseils pratiques, selon le côté duquel vous vous trouvez. Si vous êtes dans l'hypothèse où vous ne pouvez pas exécuter le contrat, bien sûr, recherchez si vous pouvez invoquer la force majeure, voire l'imprévision. Nous avons vu tout à l'heure que c'était une démarche au cas par cas et qu'il allait falloir vous pencher non seulement sur votre contrat, mais également sur votre activité. Si ça n'est pas possible, ne pas baisser les bras, tentez quand même de renégocier le contrat, non sans avoir auparavant vérifié si vous ne pouvez pas exiger la renégociation du contrat sur la base de la théorie de l'imprévision. Dans tous les cas, si vous avez des difficultés, contestez les pénalités et les intérêts de retard, faire comprendre à votre co-contractant que effectivement, vous devez exécuter le contrat, mais qu'il ne peut pas, lui, de son côté, mettre en œuvre les sanctions habituellement prévues du fait de l'inexécution du contrat.
Si vous êtes de l'autre côté de la barre, si je puis dire, contestez et qu'on vous oppose trop facilement la force majeure, contestez l'application de la force majeure. Mettez en demeure votre partenaire d'exécuter le contrat. La période de protection ne vous empêche en rien d'exiger l'exécution du contrat. Et puis, si jamais l'exécution du contrat n'est toujours pas réalisée à la fin de la période protégée, mettre en œuvre une action judiciaire, le cas échéant, en recouvrement forcé.